L'intitulé de ce webinaire, c'est sortir d'un mode de pensée causal. Et du coup, envie de réfléchir à cette question de la causalité linéaire, mais aussi finalement de la causalité circulaire. Parce que finalement, sortir d'un mode de pensée causale, on le retrouve aussi dans la pensée circulaire, parce qu'il y a aussi l'idée de causalité euh, dans la circularité, puisque on considère que c'est le contexte qui vient faire émerger le symptôme. Bon, c'est plus une théorie de l'émergence qu'une théorie de la causalité, mais voilà, je voulais essayer d'aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Donc là, quand on parle de circularité, on parle souvent de cycle des interactions, c'est-à-dire que quand on reçoit des familles, on essaie de comprendre comment ça circule entre eux et on va définir alors ce que Minuchin appelle des patterns transactionnels ou ce que d'autres vont appeler des cycles des interactions. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pattern transactionnel? Eh bien, un pattern transactionnel désigne les séquences répétitives de comportements et d'échanges entre les membres d'une famille. Donc, c'est des schémas interactionnels qui sont souvent inconscients et peuvent maintenir des dynamiques problématiques ou au contraire favoriser l'harmonie familiale. Donc, en fait, un pattern transactionnel, c'est une façon stable et prévisible dont les membres des familles interagissent entre eux. Hein, des familles, et même au sein d'un couple, hein, vous avez souvent dû expérimenter ça, c'est-à-dire que quand, quand vous êtes dans une relation que vous connaissez bien, où vous avez déjà vécu pas mal de choses, vous avez tendance à anticiper comment l'autre va réagir. Hein. Et ce type d'anticipation, du coup participe aux interactions, elles peuvent être fonctionnelles ou dysfonctionnelles. Hein. Donc, on va dire que le cycle d'interaction, c'est une dynamique répétitive qui s'active lorsqu'un problème émerge. Et c'est vraiment ça qu'on travaille, hein, en thérapie systémique. Voilà, je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, dans une famille, si un enfant refuse d'obéir, on, on le parent qui se sent menacé à ce moment-là dans son rôle parental peut réagir de manière autoritaire. Voilà, c'est sa tentative de solution. Il refuse d'obéir, je sanctionne, je punis. Mais du coup, l'enfant se sent incompris, il s'oppose davantage et le parent punit encore plus sévèrement et petit à petit, la relation se détériore. Donc on voit là un cycle d'interaction négatif où le conflit va s'enquister en quelque sorte. Un autre exemple, euh, donc dans une famille, il y a deux enfants, un garçon, une fille. Le garçon est plus âgé, il prend le doudou de sa petite sœur. Et le parent, là, a une autre type de tentative de solution. Plutôt que de punir, bon, bah, il est occupé à autre chose et il banalise le conflit frère-sœur en se disant, bon, bah, ils vont bien se débrouiller, ils apprendront à gérer leur conflit et il n'intervient pas. Euh, mais du coup, dans cette tentative de solution, on a un pattern transactionnel particulier qui va se développer, c'est que bien le garçon sait que s'il embête sa petite sœur, il n'y a pas de sanction, et il développe un problème de limite, et la petite fille, elle, de son côté, ne se sent pas protégée. Et puis, du fait qu'elle ne se sent pas protégée, elle n'a plus confiance dans ses parents et se renferme petit à petit parce qu'elle sait que si elle va les solliciter pour avoir de l'aide, bah, ils sont absents en quelque sorte. Et une distance va s'installer entre cette petite fille et ses parents. Du coup, là aussi, la relation se détériore entre les parents et la jeune fille, dans le sens où il n'y a pas de conflit, mais il y a un vide en quelque sorte. Cette petite fille, elle n'exprime plus rien de ce qu'elle ressent et une dépression peut s'installer chez elle. Donc, je vais revenir sur ce cas. Euh, on- Au fil du temps, on va avoir un cycle des interactions, voilà, que je vais vous décrire, qui va s'installer dans cette famille. Donc, les parents sont en quelque sorte absents, ils sont surtout mobilisés par leur travail, ils ne font pas très attention aux enfants, ils les laissent se gérer un peu tout seuls, en autonomie. Et petit à petit, la petite fille, donc on va appeler Eugénie, va se sentir pas protégée par ses parents vis-à-vis de son frère et va être
en difficulté pour réguler ses émotions et dans une forme de détresse. Les parents ne s'aperçoivent pas de l'ampleur de sa détresse et, euh, et donc petit à petit, à force de vivre ce genre de choses, elle va aller très mal et on va lui diagnostiquer une dépression. Euh, enfin, avant qu'on lui diagnostique une dépression, la mère sent que sa fille va pas bien, mais elle ne en parle pas à son mari parce qu'elle sait que son mari, il est ailleurs, en quelque sorte, il est pris par son travail. Et donc, Eugénie va trouver ses propres solutions et elle va se mettre à consommer du cannabis. Et là, donc, quand elle consomme du cannabis, elle fait aussi une tentative de suicide. Les parents vont réagir, mais ils vont réagir non pas vraiment en s'approchant d'elle, mais en faisant appel aux professionnels de santé mentale. Donc, on voit là un cycle d'interaction, un pattern transactionnel, hein, où il y a d'un côté ce manque d'attention vis-à-vis des parents et les effets que ça peut avoir dans la relation et le fait que la tentative de solution à ce moment-là, c'est non pas de se rapprocher de leur fille, mais de l'envoyer chez un psy. Euh, et on voit que c'est en fait un cycle, une spirale qui n'est pas très aidante pour Eugénie. Alors, en thérapie familiale, vous vous rappelez hier, Claude nous disait, dans un mobile, on bouge euh, un élément du mobile et c'est tout le mobile qui va bouger. Donc, du coup, la thérapeute qui reçoit Eugénie, elle sent cette inertie des parents et elle les envoie en thérapie familiale et je vais travailler avec cette famille. Euh, et les parents, effectivement, vont bouger, hein, vont se rapprocher d'Eugénie, vont comprendre qu'il faut enfin, être à l'écoute de ses émotions. Alors, même si c'est difficile pour eux, ils tentent un rapprochement. Donc, on pourrait penser, hein, dans cette idée de causalité circulaire, en quelque sorte, que Eugénie va aller mieux, puisque ses parents maintenant sont à son écoute. Sauf que Eugénie, bah, elle va pas mieux. Finalement, elle refuse le soutien de ses parents. Elle reste en quelque sorte très très fermée. Elle leur répond que c'est trop tard chaque fois qu'ils s'approchent d'elle. Les parents, du coup, se sentent impuissants. Eugénie va toujours mal. Elle présente toujours des symptômes dépressifs. Et ce qu'on peut observer, c'est que les parents, euh, quand ils sont face à un problème, ils cherchent une solution pratique. Donc, plutôt, ils ont un coping centré sur l'action. Et donc, pour eux, en fait, même si on leur dit qu'il faut être à l'écoute d'Eugénie, pour eux, c'est pas une solution. Ils ne l'intègrent pas comme une tentative de solution. Et donc, ils restent dans cette inertie. Voilà, du coup, ce rapprochement, en quelque sorte, ne se fait pas, à la fois parce qu'Eugénie euh, elle a intériorisé un sentiment d'abandon, hein, et puis parce que les parents ne sentent pas qu'ils peuvent être efficaces simplement en l'écoutant, en se connectant à ses émotions. Voilà, donc on voit que finalement, même si on essaye de transformer ce cycle des interactions, eh bien, Eugénie ne bouge pas. Voilà, donc moi, ce que je propose, c'est de repenser les tentatives de solution en tenant compte de la logique de la régulation émotionnelle, parce que la tentative de solution, elle est liée au style régulatoire de la personne. Alors, qu'est-ce que j'entends par style régulatoire de la personne? Eh bien, euh, par rapport à une situation où on sait que ça va nous toucher, on peut soit se confronter à l'émotion, soit éviter l'émotion. Ou aussi, dans la relation, on peut réagir avec de la colère, par exemple, si on est blessé. Mais on peut aussi réagir par ce que certains appellent le figement, le syndrome de figement, c'est-à-dire ne plus bouger, ne pas réagir, hein. Voilà, donc dans ces interactions, le parent va réagir au comportement et aux émotions de son enfant, hein. Le parent, bien sûr, quand l'enfant se, voilà, interagit avec lui, il vit une émotion qui va guider sa réponse, hein. Et cette réponse, eh bien, elle est fonction de sa manière de réguler les émotions. Voilà, alors ce que je vous propose, moi, c'est dans le modèle que je développe, c'est d'aider en quelque sorte les patients soit à modifier leur style régulatoire,
soit aussi dans la dynamique familiale à accepter le style régulatoire de l'autre. Voilà, donc, donc mon hypothèse, c'est qu'en travaillant autour des stratégies de régulation émotionnelle, j'entends par là les concepts développés par Thomson et Gross, euh, et donc les conséquences de ces stratégies de régulation émotionnelle sur l'entourage, on va pouvoir amener nos patients à une meilleure acceptation du fonctionnement des uns et des autres sans que certains se sentent incompris ou menacés par les différences de stratégie face aux émotions. Alors, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de figement? Je vais être un peu rapide, mais en fait, lorsque ni la fuite ni la lutte ne sont envisageables, face à une menace, le corps entre dans un état de figement caractérisé par une réduction de l'activité motrice et une diminution des fonctions physiologiques comme le rythme cardiaque et la respiration. Si vous voulez en savoir plus, il y a Porges qui a travaillé sur ce syndrome de figement dans sa théorie polyvagale. Euh, alors, théorie polyvagale qui a été repris aussi par Juliane Teyer, qui propose un modèle d'intégration neuroviscérale. Voilà, donc quelques petites infos sur la théorie polyvagale, qui s'intéresse aux relations entre le système nerveux autonome, les émotions et le comportement. Donc, vous voyez que c'est une approche qui prend en compte la dimension neurale, hein, et donc qui s'intéresse en particulier au nerf vague et au rôle du nerf vague dans la régulation de la réponse au stress et dans la compréhension des comportements sociaux. Du coup, ça, c'est des choses, des réactions, des réponses, hein, qui se passent en quelques millisecondes et c'est quand même vraiment pas facile à changer. C'est-à-dire que même quand on intervient sur les tentatives de solutions, comme on nous a appris à le faire, bien, il y a finalement le nerf vague ou d'autres choses au niveau neural euh, qui, qui qui ont appris des réponses qu'il est parfois vraiment difficile d'éteindre en quelque sorte. Euh, voilà, donc Porges insiste donc pour juste modifier euh, ces réponses dans les situations, donc il appelle de neuroception, c'est-à-dire les situations où on perçoit un signal de danger. Il insiste sur la sécurité, c'est-à-dire que c'est dans des contextes où on se sent en sécurité, où il y a une relation de confiance donc à l'intérieur de la famille, hein, pour les familles, euh, qu'on va pouvoir modifier cette réponse. Et voilà. Et donc, tant que Jenny ne se sent pas en confiance, tant qu'elle reste sur cette position, c'est trop tard, euh, eh bien, on n'arrivera pas à modifier cette réponse. Euh, voilà. Et donc, le modèle de Julien Teyer a repris cette question du nerf vague en disant que, mais il y a aussi le cœur, c'est-à-dire que le cœur intervient aussi dans la réponse. L'activité cardiaque peut moduler la fonction cérébrale par le biais des ondes de pression artérielle, des hormones et des afférences vagales. Bon, je ne vais pas développer plus, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a vraiment cette dimension physiologique aussi qu'il ne faut pas oublier. Alors là, sur un autre versant, pour comprendre comment ces réponses vont s'installer, comment en quelque sorte au niveau du cœur, du nerf vague, comment au niveau de notre organisme ces choses-là vont se mettre en place. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Alan Shore, euh, qui, a, euh, qui explique comment le self se construit, enfin comment nous construisons notre fonctionnement, hein, comment nous mettons en place certaines réponses dans les situations de stress, à partir des processus affectifs depuis le début de notre vie. Et il insiste sur le fait que tout cela, l'apprentissage de cette régulation affective, s'inscrit dans deux cycles interactifs. Le cycle stimulation et apaisement, hein, c'est-à-dire que la mère stimule son enfant, hein, vous avez ça dans la théorie de l'attachement, et puis ensuite il faut un temps où elle le laisse s'apaiser pour que la stimulation ne soit pas trop forte. Et puis un cycle rupture et réparation. C'est-à-dire que dans la relation, il est important aussi qu'il y ait des moments où, euh, en quelque sorte, il y a une rupture dans le lien, il y a quelque chose qui se passe pas bien, où il y a une perte de cet accordage affectif et que ça va pouvoir se réparer ensuite. Hein, c'est important de pouvoir aussi
vivre le fait que le lien, ben, il n'est pas toujours optimum. Parfois, il y a des ruptures dans le lien, mais l'enfant apprend que ça va se restaurer, que ça va pouvoir être réparé. Et ça, c'est vraiment important, hein. Pour bien développer un sentiment d'identité, il faut aussi, un sentiment de sécurité, excusez-moi, il faut aussi avoir pu vivre ce cycle de rupture et réparation. Voilà, donc j'insiste vraiment sur cette notion d'accordage affectif, hein, qu'on peut définir comme la correspondance émotionnelle entre le parent et l'adolescent, qui a été développée donc par Daniel Stern dans le contexte des relations mère-bébé, mais qui, je pense, a tout son intérêt dans les âges qui vont suivre, hein, c'est-à-dire dans l'enfance, dans l'adolescence, mais même dans la vie adulte. Et je souligne ce rôle fondamental de l'accordage affectif dans la construction du soi chez l'enfant, parce que le fait de vivre, de pouvoir vivre cet accordage affectif, c'est-à-dire d'avoir cette correspondance émotionnelle, de sentir que l'autre perçoit notre émotion et va y répondre de manière adéquate, va permettre à l'enfant de développer son intelligence émotionnelle, de renforcer son attachement sécure et de se sentir validé et compris dans ses émotions. Ce qui va légitimer les émotions et ce qui permet d'éviter ce qu'on peut voir avec Eugénie, où elle ne s'autorise pas à exprimer ses émotions, elle les garde pour elle. Et en fait, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle les garde pour elle? En fait, elle n'en a pas bien conscience de ses émotions. Tout ça n'est pas clair, d'où les passages à l'acte, utilisation du cannabis, tentative de suicide et autres. Voilà, donc cette question de l'accordage affectif, cette capacité à pouvoir se connecter à nos enfants, c'est, moi, il me semble, une compétence parentale nécessaire pour accompagner en particulier les nouvelles générations d'enfants et d'adolescents qui sont de plus en plus sensibles. Enfin, voilà, on voit, donc, voilà, il y a des générations qui se succèdent. On va parler chez les ados de la génération Z pour les plus de 15 ans et de la génération Alpha pour les moins de 15 ans. Et ce sont vraiment des générations qui sont, voilà, qui sont plus sensibles, où il y a la question de la compassion dans la génération Alpha qui est encore plus grande que dans la génération Z, et qui ont donc besoin qu'on entende, qu'on écoute leurs émotions pour les coacher par rapport pour les aider à une meilleure régulation de leurs émotions. Voilà, et c'est enfin, c'est pas complètement nouveau ce que je vous raconte, puisque déjà Heisenberg euh, avait proposé une théorie de la socialisation des émotions. Et il soulignait que pour aider l'enfant à bien gérer ses émotions, eh bien, il y a trois grandes voies où les parents peuvent influencer les émotions de leurs enfants. Euh, les réactions parentales aux émotions de l'enfant, c'est-à-dire comment ils réagissent, comment en tant que parent, le parent va réagir quand l'enfant est joyeux, comment le parent va réagir quand l'enfant est triste, hein, parce que parfois, pour certains parents, c'est difficile de voir leur enfant triste et du coup, ils font en sorte de ne pas le voir. Euh, euh, Ensuite, les comportements de modélisation émotionnelle. Alors ça, c'est que les enfants observent comment nous fonctionnons et ça va avoir un effet de modélisation, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à imiter la manière dont les adultes ou dont l'entourage régule ses propres émotions. Hein, donc, si l'enfant est confronté à des parents qui se disputent beaucoup, ben, il risque d'avoir plus de difficultés de régulation émotionnelle.